En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres, expériences de vie avec des acteurs du football. Je suis Hugo Sanudo, je développe des projets liés au foot à travers le monde et j'accompagne également des entraîneurs dans l'obtention de leur diplôme via des VAE, validation des acquis de l'expérience. Aujourd'hui, notre invité est Olivier Rousset, grand formateur français et véritable globe-trotter. Avec Olivier, on voyage beaucoup. L'Arabie Saoudite, pays où il est actuellement et où il avait déjà travaillé entre 2009 et 2012. Il était ensuite parti en Algérie, au sein de l'académie Jean-Marc Guillot du Paradou, avant de continuer son aventure avec les académies JMG en Belgique puis au Mali. Et en 2018, il a rejoint l'académie PVF à Hanoï au Vietnam, en intégrant un projet ultra ambitieux porté par Philippe Troussier, avant de retourner en Arabie Saoudite, à Al Hilal. Je vous laisse découvrir ce bel échange. Bonne écoute! Bonjour Olivier Rousset, comment vas-tu? Bonjour Hugo, tout va bien, merci. Ouais, je suis très content d'avoir un peu de temps et d'échanger avec toi. En ce moment, tu es en Arabie Saoudite et, C'est ça. et on va voir on va voyager avec ton parcours. Je te laisse te présenter rapidement et après on se lancera sur tes voyages et ton parcours. Alors moi, je suis Olivier Rousset, je suis éducateur, on va dire formateur depuis 25 ans bientôt, hein. Et puis j'ai commencé en France dans les clubs amateurs à Orange, là où j'ai terminé de jouer. Et ensuite, je suis parti. J'ai eu la chance par l'intermédiaire d'un ami, Alain Ombléon, qui m'a sollicité qui m'a tendu la perche, on va dire, pour ma première expérience à l'étranger en Arabie Saoudite. Donc j'ai fait 3 ans à Al Ahly entre 2009 et 2012. Ensuite, j'ai travaillé 5 ans pour les académies JMG, euh, pour la plus grande partie à l'académie Paradou en Algérie. Et ensuite, j'ai fait 3 ans au Vietnam à l'académie PVF. C'était un beau projet aussi, c'était sympa. Et puis maintenant, je suis retourné en Arabie Saoudite à Al Ahly, à Riyad, depuis le mois d'août. Ok, donc en gros, ça fait depuis 2009 que tu n'as plus vraiment vécu en France. C'est ça. J'ai refait un an entre le Vietnam et l'Arabie Saoudite par rapport au Covid parce qu'il y avait des difficultés pour voyager. Donc c'était un choix familial. Donc on est resté tranquille pendant un an. Donc voilà. Sinon, non, j'ai pas retravaillé en France. Et est-ce que c'est un peu ma question, on va dire, pour se lancer justement, est-ce que c'était dans un coin de ta tête que tu voulais faire ce métier pour pouvoir voyager? Ouais, tout est lié en fait. Moi, depuis petit, ce qui m'intéresse, c'est le football. Je suis un vrai passionné. Et donc, mon souhait, c'était de vivre du foot. Donc, bon, j'ai fait ma petite carrière de joueur. Après, j'ai passé rapidement mes diplômes d'éducateur parce que mon idée, c'était de vivre du foot et de voyager. Donc, pour l'instant, j'ai réussi à concilier les deux et surtout aussi à concilier aussi ma vie familiale. C'est pas toujours facile pour la famille de voyager comme ça, mais pour l'instant, on se plaint pas. On a réussi à avoir des super expériences à l'étranger, des expériences humaines, tout en vivant de ma passion. Franchement, je me plains pas. Ouais, c'est clair. Et en fait, c'est marrant, chez les entraîneurs et même les joueurs, il y a tous les cas de figure sur le voyage avec la vie familiale, en fait. Toi, tu l'as déjà dit 2 fois et on m'a déjà dit en parlant de toi, tu as toujours réussi à voyager en famille. Toujours. Ouais. Il n'y a que la première expérience, la première année en Arabie Saoudite. Je partais vraiment dans l'inconnu. Donc, ma femme travaillait, mes filles étaient scolarisées. Donc, on avait fait le choix pendant un an de vivre séparés. Et puis après, comme ça s'est bien passé, on m'a proposé un contrat. Bon, on a fait ce choix. On a dit, bon, où toute la famille vient, où je rentre, quoi. Ah ouais. Bon, je suis un passionné, mais je ne suis pas carriériste. Donc, il y a des choses qui passent avant. J'aurais pu... j'ai la chance de travailler dans des superbes académies. Là, maintenant, je suis dans un grand club, mais j'aurais pu tout aussi bien travailler, rester à Orange et travailler avec les gamins des quartiers comme j'ai pu le faire à une période, hein. Je suis pas carriériste. Donc, à partir du moment où je vivais du football, j'aurais pu rester là où j'étais. Mais c'est vrai que le fait de commencer à voyager, après, c'est encore différent. Mais c'est intéressant parce que c'est une première leçon, mais on peut être entraîneur à l'étranger, globe-trotter, après on verra les termes parce que je sais qu'il y en a qui peuvent être, mais et voyager en famille et rester voilà. C'est intéressant parce que souvent on peut penser que voilà l'entraîneur c'est un peu
le baroudeur avec son sac à dos Ouais. qui part partout. Et bah, c'est pas forcément le cas en fait. Et on le voit bien. Après, nous, Mm. après, nous, c'est un choix de vie. Bon, quand on est parti, la première expérience, ma femme n'avait jamais vécu à l'étranger, donc c'est pas facile la première expérience. Et après, assez ouvert sur ces voyages-là aussi. Donc, elle a découvert plein de choses et maintenant, elle a toujours envie de voyager. Dès qu'il y a des propositions à l'étranger, Ah ouais. c'est pas la dernière à vouloir partir. Donc, Et j'imagine donc que elle a, c'est des décisions que vous prenez à deux. Vous vous posez, vous dites, allez, est-ce qu'on veut partir là-bas? On est c'est prêt? ça, c'est ça. Il faut Mm. vraiment que tout soit, qu'on puisse tout concilier, quoi. C'est pas toujours facile d'ailleurs. D'ailleurs, il y a une période, j'ai eu des propositions, par exemple en Afrique, au Mali ou ailleurs, où bon, la vie était un petit peu difficile là-bas pendant ces périodes-là. Donc, c'est des propositions que j'ai refusées parce que tu pouvais pas tout concilier, même si le projet sportif était super intéressant. Et c'est comme ça, faut faire des choix. Et donc, c'est important, quand tu vas, tu dois te renseigner sur les écoles, tu fais toute cette recherche avant de partir. C'est ça, c'est Mm. ça, c'est ça. Mm. Et là, justement, à Riyad, donc là, j'imagine, il y a pas trop de problèmes niveau Non, logistique. c'est ça, il y a tout à Riyad. Après, bon, mes filles sont grandes. On a un fils qui a 10 ans, qui est passionné de foot. On a fait le choix de l'école à la maison cette année, parce que Ah ouais. ça nous, ça nous donnait des possibilités de voyager et de rentrer plus régulièrement en France pour ma femme, pardon. Et donc, on a fait ce choix-là, et bon, on s'en plaint pas. Franchement, Ok. Ah, donc à ton fils, partir, là, il reste, il fait tous les cours à la maison. ouais, il est bon, comme il est en CM2, il fait l'école à la maison le matin. Ouais. Et puis l'après-midi, il vient avec moi Ah ouais. au stade, à l'académie. Donc, Ah, ça va. il Ah, se plaint pas, il y a pire. ah, bah ouais. Et t'es son coach? Oui, toi, tu as cette catégorie d'âge? Non, non, je suis pas encore son coach, mais il peut faire quelques exercices avec nous. Et puis bon, c'est pas plus mal que je ne l'ai pas tout le temps. Tu vois, Ouais. mais voilà. T'es pas le même sur un terrain qu'en dehors? Si, je suis le même, mais bon, lui, c'est bien qu'il ait un autre intervenant que Ouais, moi bien aussi. sûr. Il me voit toute la journée. Donc, C'est clair. C'est comme je t'ai dit, hein, de toute façon, nos discussions, ça va toujours être comme ça. On va parler de ces expériences de vie, ces différents pays. Moi, ce que je vois sur ton parcours, quand tu as cité Jean-Marc Guillou et tu as cité le Vietnam avec Philippe Troussier, deux grands monsieur, deux grands formateurs, deux grands coachs. C'est incroyable sur ton CV, ou en tout cas ton parcours, que tu as pu côtoyer ces deux personnalités. ouais, bon, après, comment dire, c'est deux personnalités avec bon, des visions différentes. Après, bon, Jean-Marc, il a vraiment, ça a été un précurseur. Il a monté ses académies avec sa vision du football et de la formation. Donc, il a fait quand même quelque chose d'exceptionnel. Et Philippe, c'est pas réellement un formateur, c'est un entraîneur de haut niveau, entraîneur professionnel, et encore plus, je dirais, là où un sélectionneur. Là, d'ailleurs, il est sélectionneur du Vietnam là, depuis quelques semaines. Et il excelle dans ce rôle-là, plus que dans la formation. Mais ça a été un plaisir de travailler avec lui tu apprends toujours des choses parce que bon, il a vécu des choses extraordinaires lui aussi, avec des Coupes du Monde, avec des Coupes d'Asie, des Coupes d'Afrique. Mais c'est deux personnages, bon, bien sûr, totalement différents et ils font pas le même métier. Tu as un vrai formateur avec une vision à long terme et Philippe qui est plus un sélectionneur, même s'il travaille très bien, mais c'est quand même deux choses différentes, Ouais, deux ouais. métiers différents. Et Philippe Troussier, parce que souvent, on parle beaucoup de Jean-Marc Guillot en Côte d'Ivoire, mais Philippe Troussier, en fait, il était à la SEC Mimosa, mais en tant qu'entraîneur principal, avant Jean-Marc Guillot. C'est là où C'est ça, on se c'est dit ça. qu'en fait, lui, Philippe Troussier, il a un parcours depuis des années dans tous ces pays. C'était aussi quand même, il a ouvert beaucoup de portes. Et c'était un vrai voyageur, lui aussi, hein, parce Ouais, qu'arriver c'est en vrai. Côte d'Ivoire dans les années 90, fallait le faire. Ouais, il est très respecté là-bas, je sais. Hein, il a fait un super travail Ouais. partout où il est passé. Ouais. Bon, c'est un vrai. Je crois qu'il a une stat que c'est toujours l'équipe de la SEC Mimosa de cette époque-là, où quand il était entraîneur, qui a le plus de victoires d'affilée dans l'histoire du football. Ouais, j'avais vu ça, j'avais vu ça. Et si on parle un peu de Jean-Marc Guillot, quand tu étais en Algérie, donc en fait, pour la petite histoire, c'est en fait, maintenant il y a une méthodologie Jean-Marc Guillot qui peut voilà, ils ouvrent des académies un peu partout dans le monde. On verra quand même, ils en ont aussi au Vietnam. Mais, euh, mais ouais, voilà. Donc, toi, tu es rentré. Comment ça se passe? Comment on rentre dans une méthodologie quand on est déjà formateur, quand on a déjà nos idées? Est-ce que
Ouais, comment ça s'est passé? Comment on est venu te chercher? Et comment tu t'es Oh, retrouvé dans cette académie? ça a été vraiment un concours de circonstances. Tu vois, c'est un peu à l'image de mon parcours. Je suis pas trop dans les cadres classiques, on va dire. Je fais pas partie d'une ECATEF ou toutes ces choses-là. Et en fait, j'étais en Arabie Saoudite, donc à Al Ahly à l'époque. Ça se passait très bien. Et puis j'avais un peu de temps libre. Il y avait une période de trêve. Donc j'ai contacté. Je suivais un petit peu leur travail depuis quelques années. Et j'ai contacté les académies GMG pour voir si je pouvais assister pendant une semaine aux entraînements de l'académie à Alger. Ok, en envoyant un Parce mail. que, ouais, j'ai envoyé un mail et puis pour moi, c'était plus facile à Alger parce que j'ai des amis à Alger et puis on pouvait me prêter un appartement là-bas et c'était plus simple. Donc, bon, bah, ils m'ont donné une réponse positive. À l'époque, c'était Olivier, le neveu de Jean-Marc, qui était là-bas. Et donc, j'ai assisté aux entraînements. On a beaucoup échangé avec Olivier. Le courant est bien passé. Et puis, bon, je suis rentré tranquillement en Arabie Saoudite. J'ai continué mon travail. Et puis, à cette époque-là, JMG reprend le Paris FC. Euh, et en fait, Olivier, donc JMG désigne Olivier pour partir au Paris FC pour reprendre l'équipe première sur le projet avec les joueurs des académies d'un peu partout qui arrivaient. Donc c'était Olivier qui était chargé de cette mission. Et là, il cherche un responsable technique pour l'académie. Tu vois. Et bah, comme le courant était bien passé avec Olivier, c'est Olivier qui me propose. Et donc j'accepte et c'est parti comme ça en fait. Tu vois, c'était vraiment. En fait, si je vais pas passer ce stage, ils savent même pas que j'existe et je rentre jamais C'est chez clair. JMG. Donc Mais bon, mais t'es voilà. allé le chercher du coup, parce que tu t'es dit, allez, je vais aller voir ce qui se passe sur place. Et voilà, ça, c'est une démarche intéressante quand même. Pas tout Ouais, le monde le ouais, ferait. Hmm. parce que j'avais le sentiment de me rapprocher de leurs idées, de voir le football de la même façon, l'éducation du joueur aussi. Donc moi, j'ai voulu aller voir un petit peu comment ça se passait, hein. Et c'est quoi ce que, après, parce qu'après donc, tu me disais que tu es resté 5 ans au Paradou presque, bah, dans la structure JMG. C'est quoi un peu les points pour toi, un peu qui sortent un peu, En voilà, en fait, tout cas, qui ressortent de cette méthodologie? on se rapprochait beaucoup dans le sens où, en fait, Jean-Marc, dans sa méthode, il va à l'essentiel. Tu vois. Bon, moi, je pense comme lui, hein. Mais avant de rentrer chez JMG, je pense que les gens, ils compliquent le football, tu sais, maintenant avec les datas, les statistiques. Et en fait, dans sa méthodologie, sans caricaturer, en fait, sa méthodologie, tu travailles la technique, maîtriser le ballon avec toutes les surfaces du corps, et pour pouvoir l'utiliser dans le jeu et prendre les meilleures décisions. Tu vois. Et donc, c'est quoi? C'est beaucoup de technique et beaucoup de jeux réduits. Voilà, tu vois, c'est le football en fait. Maintenant, on te parle, tu sais, on te parle de la première touche, on te parle des prises de décision, de voir avant. Mais en fait, la meilleure façon de travailler tout ça, c'est avec les termes que tu veux, tu peux employer les termes que tu veux. C'est d'avoir, pour prendre des bonnes décisions, et ben, il faut avoir une bonne technique parce que la technique, elle te fait gagner du temps, elle te donne de la confiance, elle te donne beaucoup de choses. Et donc, la méthode JMG, elle est basée sur beaucoup de travail technique le matin en général et beaucoup de jeux réduits l'après-midi. Donc voilà, tu passes beaucoup de temps avec le ballon sur des choses qui sont très simples et qui sont le football en fait. En fait, il a été lui-même a été un super joueur et il est revenu à ces choses-là. Qu'est-ce qui est réellement le football et de tout temps, à toute époque, comment les meilleurs joueurs, qu'est-ce qu'ils faisaient le mieux? Bah, les meilleurs joueurs, ils avaient la meilleure technique et ils prenaient les meilleures décisions. Donc toute la méthodologie est basée là-dessus. Ouais. Donc c'est des choses simples, mais c'est du foot en fait. Ouais, moi, j'ai fait un épisode avec Régis Laguesse, qui a beaucoup travaillé aussi avec Jean-Marc Guillou en Côte d'Ivoire. Et aussi, c'est tout le temps, on sort le mot simple, la simplicité Ouais, dans ça cette méthodologie. C'est pour ça, même le terme méthodologie, il peut faire peur par rapport à la simplicité que vous travaillez. Et en Algérie, ça a marché, en tout cas, ça marche aussi, cette académie. Ouais, ça a marché. En plus, bon, tu sais, en Algérie, c'était JMG au départ. Maintenant, ils ont l'académie du Mali et l'académie de Côte d'Ivoire qui est 100% JMG. Ils n'ont plus de partenaire, tu vois. Et au Vietnam, ils ont encore un partenaire. Mais avant, sur les premières académies, il avait mis un système en place de consulting où il s'associait avec des partenaires. Et là, au Paradou, c'était Monsieur Zetchi, Ouais, du Paradou. qui a été président de la Fédé après, algérienne. Exact. Et Didine, lui, avant JMG, il avait déjà mis en place une structure de formation.
Et après, il a sollicité JMG parce que je pense qu'il voyait qu'avec JMG, ben, il gagnerait du temps et surtout, il y aurait beaucoup plus de qualité au niveau du travail. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont associés. Après, ils se sont séparés au bout de quelques années, mais ils ont quand même fait un bout de chemin ensemble. Et le travail d'académie au Paradou continue. Zetchi, Didine, il a toujours continué. C'est son dada quand même, tu vois. Au-delà de, bon, il est passé président de la fédération une période, mais il a quand même continué avec son académie et c'est un vrai passionné de football et de formation aussi. Donc voilà. Et puis après, ouais, il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de l'académie. Moi, sur la dernière génération que j'ai eue, c'est la génération qui sont à l'extérieur maintenant. C'est Hicham, Boudaoui, Adem Zorgan et Kadri qui sont sortis dernièrement. Ça, c'est les derniers Zorgan qui sont sortis. Qui est en Belgique, non? Ouais, Zorgan en Belgique avec Kadri. Ouais, Charleroi et Kadri à Courtrai, qui sont des top joueurs. Ça, c'est la dernière génération que j'ai eue, c'était les 2000-2001. Après, le travail a continué, sans moi, bien sûr. Et c'est la dernière génération que j'ai eue, moi, de joueurs algériens. Ouais, on parle beaucoup de Zorgan en ce moment, non? Ouais, c'est un top joueur. C'est, à tous les niveaux, depuis petit, il est comme ça. C'est un super joueur et puis il est très intelligent. Donc, c'est un garçon qui est en train de réussir, mais qui devrait faire une belle carrière. Ouais, il est bien formé, il est bien entouré, on m'a dit aussi. Sa maman, c'est une ancienne nageuse de haut niveau. Son père était un grand joueur algérien. Donc, il a tout pour faire une belle carrière. Et ta famille, on va mélanger. Ta famille, elle c'est plus en Algérie? Ouais, je pense. Nous, on se plaît partout, hein, franchement. Ouais. Partout où on passe, on n'a pas de soucis. Ouais, je ne vais pas demander un classement, du coup, à la fin. Non, mais l'Algérie, humainement, c'était la plus belle expérience. Parce que, bon, en plus, ma femme arrive enceinte là-bas. Donc, c'est quand même particulier. Et puis, les Algériens sont un peuple extraordinaire au niveau de l'accueil, au niveau de la convivialité. Bon, voilà, on avait l'impression d'avoir toujours habité dans le quartier, quoi. En plus, avec le petit qui est né en Algérie, c'était l'enfant roi du quartier, quoi. Donc, non, l'Algérie, c'est particulier. Vraiment, les enfants à l'académie, mentalité exceptionnelle. Les enfants sont bien éduqués. Le staff, c'était le top. Non, pour moi, c'est ma meilleure expérience parce que ça regroupe tout, en fait, à tous les niveaux. Au niveau familial, au niveau expérience humaine, au niveau football. C'était vraiment une expérience magnifique. Même si, comme je te dis, on se plaît partout. Là, on est revenu en Arabie Saoudite, on se plaît bien. On est ouvert, donc on n'a pas de soucis. Mais l'Algérie, c'est quand même assez particulier. Et pourquoi ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté. Bon, déjà, JMG et le Paradou, l'association, c'était un petit peu compliqué. Et puis à un moment donné, il y a des choses qui me plaisaient pas, moi. Donc voilà, j'ai préféré quitter. Ça n'avait rien à voir avec le staff ou les joueurs, mais il y a des choses qui me plaisaient moins. Donc, dans ces cas-là, je préfère quitter que rester et être en conflit sur certaines choses. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça s'est arrêté. Mais bon, j'ai toujours gardé des contacts. Avec le président, on se parle régulièrement. Et j'ai gardé des contacts, bien sûr, avec le staff, avec les joueurs qui sont en Europe ou autres, d'ailleurs. On reste en contact. Parce que toi, là-bas, tu t'occupais de quoi exactement? C'était quoi ton rôle? Tu sais, dans les académies JMG, en fait, ils nomment ce qu'ils appellent un manager. En fait, c'est un directeur technique. Et donc, j'avais le rôle du directeur technique. Donc, on avait les petits. Donc, comme je te disais, à cette période-là, on avait fait rentrer la dernière génération des 2000-2001. Donc, on s'occupait des petits jusqu'à certains joueurs de la première génération, donc les joueurs nés en 94, c'était déjà parti au Paris FC, par exemple, et d'autres commençaient à jouer en équipe première. Donc après, tu avais la génération des Rami Ben Sebaini, 95, Youssef Attal, 96. Donc les grands, c'était ce qu'on appelait les grands, c'était U17, U18 à l'époque. Et eux, jusqu'aux plus petits, comme Adem Zorgan, Kadri ou Hicham Boudaoui, qui était parti de la génération 2000-2001. Hicham Boudaoui, c'est un fin d'année 99, lui, mais il s'entraînait beaucoup plus au départ avec les plus jeunes parce qu'il n'était pas en avance sur le plan morpho. Tu vois. Et toi, tu étais sur le terrain quand tu es directeur technique, manager? Tout le temps. Il y avait 2 séances le matin, une séance l'après-midi, tout le temps sur le terrain. Ouais. Toi, ce que tu aimes, c'est le terrain. Ouais, moi, j'aime le terrain, c'est ça. Donc, non, j'étais tout le temps sur le terrain j'avais 3 assistants avec moi qui étaient super assistants humainement, mais aussi qualité de travail qui était très bon. Là, c'était le cas, là, parce que souvent, je sais que JMG, on fait appel à des anciens académiciens. Est-ce que là, c'était le cas dans ton...
Non, Le non, en Paradou, non. Algérie, non, en Algérie, non. JMG fonctionne comme ça. Souvent, il prend des anciens académiciens, c'est bien d'ailleurs, parce que bon, Jean-Marc pense, et je suis totalement d'accord avec lui, que le fait que tu aies des anciens joueurs ou des anciens académiciens, déjà, ils connaissent la philosophie et en général, ils ont été formés comme ça. Donc, c'est des très bons joueurs qui maîtrisent bien le ballon, qui savent jouer au football. Donc, ça permet aux enfants de s'identifier et de gagner du temps dans le travail. Et non, en Algérie, non, parce que le président, je trouve à juste titre, il avait préféré qu'on forme des entraîneurs algériens. Ouais, bah ouais, et qu'ils étaient pas, il n'y en avait pas encore des formés par JMG, quoi. Ouais, donc c'est un peu logique. Donc j'espère que dans les... Bon, ils sont encore les premiers joueurs, c'est des joueurs nés en 94, 95. Donc j'espère que dans quelques années, au Paradou, les coachs et les assistants seront des joueurs qui ont été formés à l'académie, j'espère. J'espère que ça sera comme ça. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marc Guillot et je lui ai demandé, parce que partout où il a ouvert une académie, ça a marché. Ça a marché. Et il n'a pas voulu me donner le secret. Il me dit qu'il n'y en a pas. Non, mais pour moi, il y a un secret. Tu sais, après, comment dire, il y a pas qu'une voie ou qu'un chemin pour former des joueurs, tu vois. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de côtoyer des gens. Moi, j'ai mes idées, mais à force de voyager aussi, ça t'ouvre l'esprit et ça te permet de pouvoir évaluer et d'avancer sur certaines choses. Mais en fait, chez JMG, il y a un truc qui est très simple. C'est que tu es pas dans un système club. Tu vois, par exemple, tu vas être dans un club en France ou ailleurs. Tu as ta génération des U14 ou des U15, tu vas jouer le championnat, il te faut au moins 20 joueurs. Donc, ils prennent 20 joueurs par année d'âge. Tu peux pas avoir 20 talents par année d'âge, tu vois, parce que tu as la concurrence des autres clubs. Chez JMG, en fait, je vais te prendre un exemple simple. Tu as la génération des 2000. Si je me souviens bien, on a pris une quinzaine de joueurs. Tu vois, pour chez JMG, c'est énorme, mais il y avait vraiment du talent, tu vois. Par contre, la génération des 99, on a pris un joueur, c'est Hicham Boudaoui. Ah ouais. Tu vois. Et T'es pas obligé d'en prendre 15. parce que on pensait que sur la génération 99, ce qu'on voyait à l'extérieur, c'était bon, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs, mais c'était pas suffisant. Donc en fait, c'est pas grave, le joueur qui est dans 99, il peut s'entraîner avec les 2000, il peut s'entraîner avec les 98. T'as pas de problème d'équipe puisque tu fais pas de compétition avant 15 ans à peu près, tu vois, 15-16 ans. Voir en Afrique, par exemple, en Afrique, au Mali ou en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de championnat de jeunes. Donc, comme ça, tu n'es pas embêté par la compétition. Et en fait, tu prends que des très bons joueurs, que des joueurs talentueux. Et en plus, tu les prends à 12-13 ans et tu les entraînes chaque jour. Chaque jour, en fait, ils touchent le ballon 2 heures, 3 heures sur du travail technique, sur des jeux réduits. Donc, normalement, si tu as l'œil et tu arrives à recruter des très bons joueurs, en les entraînant chaque jour dans ce système, normalement, tu as un gros taux de réussite. C'est ce qui se passe d'ailleurs, parce que dans toutes les académies, il y a pas de magie, il a raison, il n'y a pas de magie. C'est que tu prends des talents et tu as une méthodologie. Et t'as le temps de l'appliquer. Et tu as le temps de l'appliquer. Franchement, si là, tu n'arrives pas à former des joueurs, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et donc ça peut pas fonctionner en Europe. Ça peut pas. Tu pourras jamais être comme ça un peu en vase clos ou en tout cas avoir cette possibilité de travailler tellement tranquillement sur du long terme, vu le Non, système. c'est plus compliqué. Et puis en Europe, tu sais, t'es vite dans la compétition. Donc, dès les 14, 15, même s'ils le disent pas, ils veulent quand même gagner les championnats. Donc, parce que l'éducateur qui va gagner le championnat dans U14 ou U15, peut-être que le président va le mettre en U17. S'il gagne en U17, peut-être qu'il va le mettre en U19, et puis peut-être qu'il va monter encore, tu vois. Donc, tu as quand même tout ce système de compétition qui pollue un peu, pour moi, la formation. Parce que tout le monde veut aller un peu plus vite, même s'il y a des clubs en France, on le sait, qui travaillent super bien. Mais ce système, c'est vrai qu'en Europe, c'est un peu plus difficile à appliquer, même si en partie, parce que tu peux l'adapter. Bien sûr que tu ne vas pas faire comme l'Académie JMG du Mali, parce que en Europe, c'est totalement différent. Mais il y a beaucoup de choses à prendre et tu peux adapter beaucoup de choses. Tu vois. À partir du moment où il y a un vrai projet sur la durée, il y a quand même des choses que tu peux adapter. Ouais. T'as entendu des choses qu'il peut avoir en France dans des académies qui peuvent se rapprocher? Non, j'ai suivi un peu parce que je m'intéresse toujours. Je sais qu'à Lorient, ça travaille très bien.
Bon, à Lyon, bien sûr, mais je me suis intéressé parce que comme j'ai passé un an en France, mais qui se rapproche réellement, non. Je sais qu'à Clermont, ils avaient fait avec Régis Laguesse, ils avaient essayé de mettre ça en place. Je l'avais eu, Régis, un petit peu, je ne sais pas où ça en est, si ça a Ouais, avancé, je crois parce que que non. je sais qu'au départ, quand il les a mis pieds nus et ils apportaient la méthode, du jonglage, des trucs, je pense que ils n'étaient pas super ouverts parce qu'ils sont fermés. Hein. Tu sais, moi j'ai eu la chance de voyager, on est dans un système où tout le monde travaille pareil en fait. Tu vois, en France, en Angleterre, en Belgique, tu vas partout, tout le monde travaille pareil. Donc dès que tu es un petit peu différent, bah non, c'est quoi ça? Il n'y a pas de compétition, mais la compétition, on dit la compétition est indispensable. Pour moi, elle n'est pas indispensable. La preuve, puisque il n'y a pas de compétition au Mali. Et les gamins qui sortent de l'académie JMG du Mali, ils sortent à 18 ans, 19 ans et directement ils jouent en Ligue 1 ou dans des championnats européens. C'est que la compétition, c'est un outil supplémentaire peut-être, mais c'est pas indispensable. Donc ils sont dans des carcans, ils veulent pas en sortir. Et bon, attention, c'est des choses qui marchent. Bah ouais, c'est ça. Je dis pas qu'ils sont pas compétents ou pas, c'est des méthodes qui marchent. Mais il n'y a pas qu'une méthode en fait pour former des joueurs, heureusement d'ailleurs. Et donc la méthode JMG sort un petit peu de ce truc-là. Et ils ont quand même du mal à s'ouvrir. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça parce qu'il y aurait des choses à améliorer. Tu vois, par exemple, à l'époque, nous, avec le Paradou, on avait fait une petite tournée en Europe. On avait joué à Lyon contre l'OL. Et à l'époque, le directeur du centre, c'était Stéphane Roche. Et on avait joué, donc nous, on avait je pense que ça correspondait à peu près au U18. C'était la génération des Rami, Ben Sebaini. Et les enfants avaient très bien joué. Et à l'époque, en face, c'était la génération de Tolisso, tu vois. Et c'est vrai que franchement, les gosses avaient bien joué. On avait fait vraiment une belle impression. À l'époque, tu avais Stéphane Roche qui était directeur du centre, Rémi Garde qui avait les pros. Et ben, tu vois, le lendemain du match, ils m'ont invité à échanger avec eux. C'est l'Olympique Lyonnais quand même. Et en fait, ils étaient ouverts pour discuter, ils étaient ouverts pour parler de la méthode. Et j'avais trouvé ça super parce que c'est un des meilleurs clubs formateurs en Europe qui vient. Et toi, parce que tu as fait un bon match, c'est vrai, on avait joué avec beaucoup de maîtrise. Rémi Garde avait vu le match, il avait été impressionné par les enfants. Et le lendemain, il t'invite pour discuter. Donc, j'avais trouvé Mais ça c'est vrai que c'est un super. club ouvert. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils mettent du futsal dans leur méthodologie. Je pense qu'ils sont assez ouverts. C'est pour ça qu'ils forment des joueurs, d'ailleurs. Bah ouais, et aussi ils ont ce partenariat au Sénégal avec l'AS Dakar Sacré-Cœur aussi, où ça veut dire qu'ils sont ouverts pour voir un peu d'autres méthodes. C'est pas juste aller apporter la méthode lyonnaise là-bas. Je pense que c'est aussi pour avoir l'échange entre les types de formation entre les pays. Donc ouais, tu sens qu'il y a des gens ouverts à d'autres méthodes, à d'autres concepts. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, on va voir, là il s'est passé un Alger-Hanoï. Comment Philippe Troussier est venu te chercher, ou en tout cas voilà son staff. Comment tu as atterri au Vietnam? Alors, donc ouais, quand je rentre, ma dernière année chez JMG, je la passe en partie à l'Académie du Mali. Je fais des allers-retours. Ah oui, toi tu vois bien ce qui se passe au Mali. Parce que, encore une fois, pardon, petite parenthèse. Au Mali aussi, il y a une success story incroyable où ils ont formé les meilleurs joueurs du Mali, comme ils avaient fait en Côte d'Ivoire quelques années avant. Mais c'est une académie qui marche, qui a très bien marché et qui marche toujours très bien. Toujours très bien, ouais. Non, ça. Ah, toi, t'es resté un an là-bas. Ma dernière année de contrat, je fais à peu près un mois, tu vois, parce que je veux pas vivre là-bas tout seul, parce que je veux pas vivre là-bas en famille, parce que c'est compliqué. Et donc, je propose de faire un mois, et à peu près, je te dis un mois. Avec l'Algérie ou avec la France? Non, avec la France, ouais, avec la France. Et donc, je finis là-bas. Et quand je finis avec JMG, il y a Philippe qui me contacte. En fait, Philippe, moi, je le connais je le connais pas directement depuis petit parce que lui était beaucoup plus âgé que nous. Mais en fait, son petit frère, le dernier de la fratrie, Ludovic, qui était un joueur professionnel à Laval aussi, un gardien de but. En fait, on est du même quartier, dans la région parisienne, et c'est un ami d'enfance. Ok. Donc, il te connaît, il connaît ton parcours. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je suis toujours le parcours de Philippe. Ludo, il échange avec Philippe sur le fait que souvent, je pense que Philippe lui demande où est Olivier, qu'est-ce qu'il fait. Donc, il sait que je travaille à la formation tout le temps, dans les académies JMG ou autres. Donc, quand on lui propose, il est nommé directeur technique de l'académie PVF. C'était un projet semi-privé, semi-fédéral. Ouais.
On va appeler ça comme ça, c'était un peu un projet bâtard, on va dire, avec des gros moyens. Et ils cherchent un responsable de la formation et un responsable de la préformation. Ok. Et donc, ils me contactent et ils me demandent qu'est-ce que je préférerais faire, responsable de la préfo ou de la formation. Incroyable. Bon, Trop bien, ouais, comme proposition. Ouais. Et moi, je préfère, je lui dis clairement que je préfère être sur la préfo. Okay. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et puis surtout, quand tu commences un nouveau projet, bah, autant commencer en bas, tu vois. Ouais. Et donc voilà, je suis parti sur ce projet avec Philippe. C'est un gros projet. Il avait fait venir des staffs. Ouais, c'est ça, non. On avait parlé beaucoup de staff, d'entraîneurs et de staff étrangers, non? Beaucoup de Français étaient partis. Ouais, il avait fait un super staff, hein. Franchement, on a fait du bon boulot pendant 3 ans, même au niveau médical, au niveau, il avait des idées claires quand même. Vous étiez combien, à peu près? Entre le staff médical et les coachs, on était une quinzaine, ah ouais, je pense. Énorme. Et beaucoup de Français. Beaucoup de Français. Il y avait un Portugais, il y avait un Français, mais qui a fait toute sa formation en Irlande. Il y avait, il y avait. Un projet énorme. Ouais, c'était un projet énorme. C'était énorme. Donc après, lui aussi, l'objectif, c'était de prendre les équipes nationales. Donc lui, il a fini avec, les dernières années, il était avec l'équipe nationale U20. Il a fait du bon travail. Après, il a qualifié l'équipe pour la Coupe d'Asie. Et après, le Covid est arrivé. Et donc, voilà. Et puis, moi, j'étais responsable de la préfo. Et bon, il m'a laissé travailler parce qu'il savait que c'était mon dada. Donc, on échangeait. U12, U15. Ouais, c'est ça. J'avais U12, U15. Après, j'avais même apprendre parce que les Vietnamiens prenaient les enfants très petits. Même au départ, c'était plus les U11. On avait les U11 à l'académie. Mais moi, ça me plaît, toutes ces catégories. Plus le temps passe et plus, moi, j'ai toujours aimé ces catégories-là, mais on est bien avec les petits et puis c'est bien d'être au départ à la source. Parce que les gamins, à cet âge-là, ils progressent vite. Si tu leur donnes les bases au niveau technique et au niveau de la compréhension du jeu, franchement, après, tu peux pas leur enlever en fait. Hein. Je vois tous les gamins qu'on a pu avoir sur les 3 ans au Vietnam, tous les gamins qui sont passés dans nos mains et qui on n'a rien fait comme on disait, on a fait que des choses simples. Hein. Avec de la technique, des jeux réduits. Bien sûr, il y a une réflexion, on ne fait pas n'importe quoi. Mais tous ces gamins-là, des fois, je vois des vidéos, ils m'envoient des vidéos. Franchement, les gamins, s'ils ont des vraies bases techniques, ils sont créatifs. Voilà, ça, tu ne pourras pas leur enlever. Même après, ils peuvent jouer dans différents systèmes de jeu, mais tu ne pourras pas leur enlever ça. Question précise, mais comment tu faisais pour recruter les meilleurs joueurs dans un pays comme le Vietnam quand tu as déjà un JMG, une académie qui est là depuis plusieurs années, qui a l'habitude de prendre eux-mêmes les meilleurs joueurs? Est-ce qu'il y avait une sorte de concurrence? En fait, JMG, si je ne veux pas dire de bêtises, je pense que ça a ouvert en 2007 ou 2008 là-bas. Au départ, il n'y avait pas d'autres académies, c'était les précurseurs. Les JMG, souvent souvent comme ça, au départ, ils ont on va dire, ils ont le choix du roi parce qu'il n'y a que eux sur le territoire. C'est ce qui s'est passé au Vietnam. Donc, ils ont récupéré des très bons joueurs. Ils ont fait leur travail comme d'habitude. Et puis après, suite à ça, il y a des académies qui sont ouvertes. Donc, déjà, ils avaient un peu de concurrence. Et puis après, nous, quand on arrive, l'académie existe déjà depuis 3-4 ans. Il y a eu des Anglais avant nous. Donc, déjà, il y avait un recrutement. Et après, Philippe a nommé un responsable du recrutement et on a fait notre recrutement en sachant que JMG, avec le partenariat qu'ils avaient, si je me souviens bien, ils avaient, c'était pas en stand-by, mais ils faisaient plus de recrutement. Oui, c'était un peu la fin. Ok. Ouais. Bon, ils ont repris, hein, ils ont refait un recrutement il y a quelques mois, mais parce que j'échange avec le directeur de l'académie là-bas. Mais à cette période-là, ils étaient un peu en stand-by, donc ça nous permettait, nous, de prendre les bons joueurs. Et puis, tu sais, nous, l'Académie PVF, c'était financé par un groupe qui s'appelle Vingroup, un gros groupe. Donc, les parents avaient envie de voir leurs enfants quand même partir dans cette académie. On avait des installations extraordinaires. Donc, c'était quand même, on va dire, assez facile de recruter. Donc, il y a un système de recrutement qui a été mis en place par un des coachs français qui était responsable de ça. Et puis, on a avancé comme ça. Et toi, tu fais du recrutement, tu trouves que c'est un autre métier ou quelqu'un comme toi doit savoir recruter? Non, c'est bon. Après, c'est pareil. Il faut mettre des choses en place, des choses simples, c'est pareil. Hein. Mais non, un coach doit savoir recruter. D'ailleurs, dans la méthode de recrutement,
Bon, c'était Cédric Longo qui s'occupait de ça. Bon, il allait chercher il mettait des choses à l'extérieur, des mini tournois de 3-3, 4-4 à l'extérieur. Et puis on ramenait les meilleurs joueurs à l'académie pendant une semaine. Et là, tous les coachs étaient concernés sur tous les terrains pour évaluer les joueurs. Donc, non, un coach doit savoir recruter, bien sûr. Il doit avoir l'œil. Après, le problème c'est toujours pareil. Nous, un coach pour avoir l'œil, il faut qu'il ait travaillé avec ses catégories d'âge. Et quand il y a des enfants de 11-12 ans qui viennent, il faut que tu te projettes sur l'avenir, tu vois. Et ce qu'ils font pas forcément dans beaucoup d'endroits, comme au Vietnam, avant qu'on arrive, ce que je vois ici en Arabie Saoudite aussi, où ils sont dans le résultat immédiat. Donc, c'est souvent les joueurs en avance morpho, costauds, puissants, qui sont recrutés plus que certains joueurs qui ont plus de mal à s'exprimer. Et, tu vois, tout à l'heure, on parlait d'Adem, Zorgan. Et Adem, tu vois, lui, c'était pas un joueur en retard morpho. C'était un joueur grand pour son âge. Donc, comme tu peux l'imaginer, grand pour son âge, très lent. Déjà, il voyait tout avant les autres, mais il n'arrivait pas à exprimer complètement ses qualités parce qu'il n'était pas coordonné. Mais malgré tout, tu sentais qu'il y avait quelque chose, tu vois. Donc, on décide de le prendre parce que tu sens ça. Mais si on s'était dit, bon, il faut gagner le championnat l'année prochaine, tu n'allais pas le gagner avec Adem parce qu'il fallait du temps, tu vois. Voilà, il était lent, voilà. Alors souvent, c'est les joueurs qui sont très grands et lents qui sont pas pris, ou les petits en retard morpho. Donc c'est ça, ta vision, elle doit être un peu plus loin, même si tu prends des gosses à 11-12 ans, tu peux te tromper, bien sûr. Mais il faut avoir, un coach doit être capable de recruter et avoir une vision, surtout essayer de se projeter sur l'avenir, c'est ça le plus important. Et Philippe Troussier, il était impliqué dans le quotidien, on va dire, de l'académie? Lui, il ne peut pas s'empêcher d'être sur le terrain, donc il était plus que dans le quotidien. Mais il s'occupait. Moi, il me laissait travailler sur la préfo, et lui, il était plus impliqué sur la formation. Donc, il était vraiment impliqué je ne vais pas dire à 100% sur la formation, à 800%. Donc, sur le terrain, il était tous les jours. Tous les jours. Et c'est un vrai passionné. Tu peux pas lui enlever ça. Hein. C'est un vrai passionné. J'imagine. S'il continue, maintenant il est sélectionneur du coup. Il a un problème de hanche, il a un problème de genou, et il est sur le terrain sous la chaleur. Et c'est un vrai passionné. Et tu sais, j'en parlais justement avec un grand formateur qui s'appelle Pascal Théo, tu sais, qui a travaillé longtemps à Caen, qui est à la SEC Mimosa aussi en Côte d'Ivoire. Et lui, il disait, la chance que lui, il a, c'est qu'il a 100% du temps pour les gamins, quoi. Il n'a pas trop de sujets administratifs. Lui, il est sur le terrain, il s'occupe que de ça. Il dit c'est un peu la différence entre un directeur de centre ou un entraîneur en France où tu dois avoir plein de trucs à gérer. Non, tu vois, lui, il a 100%. Et ça, c'est une différence énorme pour le formateur. Et j'ai l'impression aussi, quand on parle, que dans ce type de projet, tu avais cette possibilité d'être focus, quoi, sur ton métier de formateur. Tout à fait. Quand tu vois en France, je ne peux pas dire un pourcentage, mais bon, j'ai beaucoup échangé avec Stéphane Roche, par exemple, suite à la période de Lyon. Bon, on se connaissait déjà un petit peu, là, il est à Dijon, mais c'est vrai que tu as un travail administratif incroyable, quoi. Tu vois, tu te demandes même, je ne sais pas, normalement, tu devrais avoir un responsable administratif du centre. Je ne sais pas comment c'est maintenant, parce que ça fait longtemps que je suis parti. Mais un responsable technique, tu es 100% dans le foot et dans l'humain aussi, avec les enfants. Tu peux bien t'occuper d'eux, ça n'a rien à voir avec le staff aussi. Non, comme tu dis, tu es à 100% football. Football et humain. Tu n'as pas de réunion administrative ou autre qui te prennent du temps ou de l'énergie. Non, ça c'est clair. C'est clair. Pour sentir les choses, il faut être sur le terrain un minimum, quand même. Ouais. Et donc là, et en fait aussi, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup ici en France, mais déjà c'est un pays, le Vietnam, qui est fou de foot. Donc c'est vraiment, donc c'est plus facile développer des choses dans des pays de football que dans des pays où c'est pas le sport national. Mais au Vietnam, c'est le cas, c'est vraiment le sport national. Et donc on m'a dit que ça joue très bien, et il y a la possibilité de faire quelque chose avec la sélection. C'est pour ça que Philippe Troussier, j'imagine, aussi a pris la sélection aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire dans ce pays.
un vrai pays de foot. Tu vois, par exemple, moi, on m'avait proposé des choses, des fois en Chine, je m'étais renseigné un petit peu. En Chine, c'est pas un pays de football, ils jouent pas au foot. Ils jouent un peu à l'école, ils jouent. Tu vois, au Vietnam, ça joue partout dans la rue, dans les quartiers pauvres, mais pas que. Tu vas dans les quartiers un peu plus aisés où les gamins ils sont pieds nus, ils jouent au foot dans la rue, ça joue partout. Donc, tu as du foot de rue, t'as des très bons joueurs, tu as des super joueurs. Et non, c'est un vrai pays de football, le Vietnam. Ça va se développer. Je pense que d'ici une dizaine d'années, tu auras une équipe nationale qui va tenir la route. Ouais, ou un joueur. Bien C'est sûr. vrai qu'il n'y a pas eu de joueur en fait vietnamien en Europe encore, et c'est pour ça peut-être qu'on parle pas Non, beaucoup parce de que ce pays. tu sais, le pays était fermé déjà. C'est le pays ouvert depuis, je pense, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années peut-être. Et puis, tu as une différence de culture aussi. Donc, tu vois, il y en a un qui est sorti, là, qui est un super joueur, hein, Kangay, qui est à Pau. Ouais, en D2, en Mais Ligue 2. mais qui joue pas beaucoup. Mais moi, je l'ai vu jouer là-bas, même avec l'équipe nationale, contre des pays asiatiques forts, hein, comme le Japon ou autres. C'est un très, très bon joueur. Et là, je vois, il a du mal à s'adapter. Et je pense que tu as une vraie différence de culture encore. Tu vois. Donc, c'est pas. Au-delà, il y a la langue, il y a beaucoup Bien de sûr, choses. ouais. À ce qui paraît, ils ont du mal. Et il y a aussi le fait qu'en fait, là-bas, c'est des stars. Et c'est difficile aussi. Pourquoi aller à Pau alors que tu es une star dans ton pays, tu gagnes bien, tu es bien dans ton pays? Pourquoi se faire. Il faut avoir une certaine mentalité. Hein. Lui, c'est une vraie star là-bas. Tu le vois sur tous les panneaux publicitaires, tu le vois à la télé toutes les semaines. Donc là, il arrive à Pau, c'est un joueur anonyme. Ouais. Donc non, c'est pas facile pour eux. Mais t'as des vrais bons joueurs. Ok, donc toi, tu dis qu'à l'avenir, ouais, c'est des Ouais, joueurs parce que on va en voir de plus en plus en Europe. c'est ça. Et puis les générations qui arrivent, ils sont ouverts à tout ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Contrairement aux générations passées, ils ont été éduqués comme ça. Là, les générations qui arrivent, quand même, ils sont ouverts. Ils vont être plus ouverts à tout ça. Ouais, Philippe Troussier, il disait, lui, son objectif, c'est participer à la Coupe du Monde 2026. 26, ouais. Moi, je pense que. Moi, je lui souhaite, mais je pense que c'est un peu tôt pour moi. 2030, oui, mais 2026, c'est proche, hein, 2026. Ouais, c'est vrai, c'est la prochaine. Ah ouais, c'est dur. Ouais, c'est clair. Et donc, toi, tu es resté combien de temps? 3 ans? 3 ans. Ah, mais après, il y a eu l'histoire du Covid, qui est un peu qui a tout freiné, qui a tout cassé, même dans cette dynamique-là. Ouais, c'est ça. On était bloqués. Et puis, donc, on était bloqués. En fait, on pouvait continuer à travailler au Vietnam, mais on ne pouvait pas sortir. Si tu sortais, tu ne pouvais pas rentrer. Donc, on a fait un choix familial. Il a fallu rentrer parce qu'on avait nos filles, nous, en France. Donc, à un moment donné, je crois que ça faisait 15-16 mois qu'on ne les avait pas vues. On s'est dit, bon, à un moment donné, il faut rentrer. Donc, on est rentré en France 1 an. Voilà, c'est comme ça qu'on est rentré. Et tout le monde est rentré un peu de ce projet-là. Il n'existe plus, ce projet? Si, le projet existe encore, mais après, le groupe Vingroup a cédé l'académie à un autre groupe et qui n'était pas du tout on va dire, dans le même état d'esprit. Donc, le projet continue, mais avec une dynamique différente. Je sais pas. Bon, t'as pratiquement t'as pas d'étrangers, je pense, à part le directeur technique, un Belge. Et sinon, tu n'as que des entraîneurs vietnamiens qu'on avait avec nous, d'ailleurs, qui gèrent le projet. Bon, c'est bien, au moins, ça continue déjà. J'ai vu qu'ils continuent comme je suis toujours en contact avec eux, je vois qu'ils continuent le recrutement. Donc, le projet continue, mais tu as quand même beaucoup, beaucoup moins de moyens. Mais le principal, c'est que le projet continue avec nous ou sans. Et toi, un peu frustré quand même quand tu es avec les gamins de 11-12 ans, tu te projettes sur du moyen terme, j'imagine au moins. Et là, au bout de 3 ans, tu dois partir dans ton métier de formateur. Comment tu fais psychologiquement? Tu acceptes aussi avec ce métier-là, c'est comme ça? Ouais, on n'a pas le choix sur des projets comme ça, tu maîtrises pas tout. C'est pas mon académie, malheureusement, j'aimerais bien. mais c'est vrai que 5 ans, c'est bien, je pense. Ouais. En général, tu essayes de te projeter sur 5 ans quand tu te lances sur un projet. C'est ça. Bon, 3 ans, déjà, 3 ans, tu vois quand même les effets. Hein. Ah ouais. Et 5 ans, c'est bien quand même. 5 ans, je pense. 5 ans, c'est déjà pas mal. Ouais. Et donc là, on va continuer un peu notre tour du monde. Donc, tu es rentré en France, tu me disais, pendant une année. C'est ça. Et là, tu avais qu'une envie, c'était repartir. Ouais, c'est clair. Bon, il faut travailler. Et puis, il y a des projets qui sont présentés. Donc, il y avait des projets. On m'avait contacté pour des projets en Afrique pour être directeur d'académie. C'était des projets intéressants, mais avec le Covid qui ont tardé et qui sont toujours pas mis en place. Donc, j'ai été sollicité par Al Hilal, un club de Riyad, qui est le plus gros club ici en Arabie Saoudite.
et pour m'occuper cette année des U13, U14. Ok, là on préfère encore. Et à terme, je vais prendre de U12, U13, U14, normalement, si je reste là l'année prochaine, ce qui est normal, normalement ce qui va se passer. Normalement, j'aurai la préfo. Donc voilà, donc j'étais sollicité. Bon, après, moi, la question, c'était, parce que je connais le foot saoudien, puisque j'avais travaillé 3 ans à Al Ahly, à l'époque, sur le projet de Al Ahly, à Jeddah. C'était de leur dire, bon, ok, moi, je suis ouvert. Al Hilal, c'est un grand club. Maintenant, je viens pour faire quoi? Vous voulez gagner le championnat U14? Parce que si c'est juste pour gagner le championnat U14, mettez un entraîneur, les entraîneurs que vous avez mis les autres années, puisque vous les gagnez régulièrement. Et vous n'avez pas besoin de moi. Maintenant, si c'est pour former des joueurs et faire progresser les joueurs et les assistants saoudiens, bah, je suis ouvert. Donc, non, ils m'ont dit, on veut changer justement cette mentalité. Donc c'est pour ça on a ciblé ton profil. Donc, j'ai dit, je signe un an, et je viens, et puis on voit comment ça se passe. Et ils tiennent leurs engagements à ce niveau-là. Ils me laissent travailler, on avance bien. Tout se passe bien, franchement. Donc toi, quand tu dis que tu as les U13 ou U14, c'est-à-dire que tu t'occupes de 2 catégories d'âge, tout est un peu mélangé, ou tu as des entraîneurs qui s'occupent de ces catégories et tu es au-dessus de ces entraîneurs? Comment? Non, en fait, eux, ils voulaient que je gère aussi l'équipe qui est en compétition. Donc l'équipe qui est en compétition, c'est les U14. Eux, ils appellent ça les U13, mais c'est les U14 championnat national. Donc cette année, j'ai géré cette catégorie et on avait un groupe élargi avec les U13. Donc avec un staff, on a géré les entraînements de tous ces joueurs-là. Ça a été ça. Et tous les vendredis, je gérais l'équipe qui était en compétition. Mais c'est moi directement qui suis sur le terrain avec le staff. Donc voilà, c'était ça un peu mon rôle cette année. Et tu as vu beaucoup de différences en 10 ans? Parce que tu es arrivé, c'est plus de 10 ans après. Tu retournes donc en Arabie Saoudite. C'est quoi la grande différence dans le football? Eh ben, franchement, honnêtement, je trouve que le football saoudien n'a pas progressé. Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé que il y a 10 ans, je voyais plus de talent il y a 10 ans. Incroyable. Et je trouve pas que c'est progressé dans le bon sens. Sur les équipes premières, à l'époque, tu avais le droit à 3 étrangers. Maintenant, tu as le droit à 8. Tu vois. Donc, franchement, je pense pas que ça aide le développement du football local. Et chez les jeunes, tu vois, c'est paradoxal, mais tu as beaucoup d'entraîneurs étrangers, formateurs ou pseudo qui sont venus en Arabie Saoudite et qui sont dans un modèle européen, tu vois. Je trouve qu'ils ne respectent pas le football local et le joueur local. Donc, en fait, ils voudraient former des joueurs saoudiens comme des Européens. Donc, ils veulent gagner les championnats. Ils recrutent des joueurs en avance morpho pour gagner les championnats. En Arabie Saoudite, tu as beaucoup de triche sur les âges. Donc, tout le monde ferme les yeux. Tu vois, cette année, on avait le championnat U14. On a joué des équipes. Il y a Al-Shabaab qui a été champion U14 cette année. Ils avaient des joueurs, je pense, 7 à 8 joueurs qui jouaient pas avec le vrai âge. Ah ouais, ok, je savais pas que ça existait. Et 2-3, je peux dire, donc les joueurs avaient 13 ans, des U14. Hein. Il y en avait 2-3 de leurs joueurs, dont le capitaine plus leur numéro 10, je pense, minimum 18 ans. Ah ouais. Tu vois, bon, donc ils peuvent gagner le championnat, tu vois. Et puis à la fin du match, c'est marrant parce que tu sors du match retour, c'est vrai, nous, on a fait 0-0 là-bas. Et moi, les gosses ont vraiment bien joué ce jour-là. Et quand on sort, leur directeur technique vient, leur manager du club, là, un saoudien, il me dit « Oh coach, super travail. Je me suis régalé à avoir joué dans ton équipe. Mmh. » Et tu te dis « Merde, le gars, qu'est-ce qu'il a lui, il triche sur les âges pour gagner le championnat, mais il est content de voir jouer des enfants. » Ouais, trop bizarre. C'est un peu paradoxal. Et donc, pour revenir sur la première question, je trouve que ça n'a pas beaucoup progressé. Le joueur saoudien, tu as beaucoup de foot dans la rue en Arabie Saoudite, même s'il y en a moins qu'avant, parce que dans les grandes villes, ça s'est beaucoup urbanisé. Mais dès que tu sors un peu des grands axes, tu as beaucoup de foot dans la rue. Et le joueur saoudien est un joueur technique, créatif, souvent pas très costaud, mais avec une très bonne endurance. Et dans le recrutement, que ce soit les coachs saoudiens ou les étrangers qui viennent, comme on leur met la pression pour gagner le championnat, comme je disais tout à l'heure, ils prennent des joueurs en avance morpho et on voit que des costauds dans le championnat en fait. Ah ouais, alors que ça va pas du tout avec là, ouais.
Et je leur disais déjà, je parlais avec les dirigeants dernièrement, et je leur disais, mais déjà, les gens qui viennent, il faut qu'ils respectent le style du joueur saoudien, même si on est dans une société où tout le monde est pareil maintenant, que ce soit dans le foot ou ailleurs. Et ici, tu as cette vraie particularité encore du foot de rue, du joueur créatif, technique, et dans la feinte. J'en ai pas mal, moi, des joueurs comme ça. Mais les gamins que j'ai fait jouer cette année, en toute modestie, hein, si c'était pas moi, ils n'auraient pas joué. Ah ouais. Parce qu'ils sont petits, ils sont maigres. J'ai un petit milieu offensif, là, un petit gaucher qui a 13 ans, qui doit faire, il fait 34 kilos, je crois. Ah ouais. mais un joueur exceptionnel, tu vois. Mais je sais que si je suis pas là, il joue pas, parce qu'il me fait pas gagner les matchs. Il est très bon, mais c'est comme c'est du foot à 11, en face avec les beaux bébés qu'il y a, il est toujours très bon, mais il est pas toujours décisif parce que il fait pas le même point que les autres. Mais je sais que si j'étais pas là, il aurait pas joué. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui passent à travers. Il y a des coins où je suis allé, je me suis posé pour regarder un petit peu les matchs de quartier, les matchs de rue. Tu as des super joueurs qui sont pas pris dans les clubs parce qu'ils sont petits, alors que c'est l'essence du foot saoudien. C'est vraiment dommage. Juste une anecdote, on avait joué un match amical contre une équipe, et en face il y avait un petit milieu de terrain, un super joueur en retard morpho. Et à la fin du match, je dis à son coach, je dis, le petit, là, il est vraiment bon. Je dis, tu peux me l'envoyer si tu veux. Je lui donne 2 jours dans la semaine pour qu'il vienne s'entraîner avec nous. Le coach était content. Il me dit, c'est pas ce que les clubs saoudiens, les clubs pro saoudiens recherchent comme style de joueur. Je dis, non, mais moi, je te dis, ton petit, là, il est vraiment bon. Donc, 2 fois par semaine, il venait s'entraîner avec nous, et puis on va le récupérer pour l'année prochaine. Ah ouais. Mais il était même étonné que je sois pas intéressé par son grand qui avait la moustache derrière, par ce petit. Et là, donc il y a des championnats dans tout le pays. Tu joues contre des clubs de tout le pays, c'est national. C'est ça. Même. C'est ça, c'est national. Donc ce qu'ils appellent l'U13, qui sont les U14, tu as un championnat 10 équipes. On avait un championnat 10 équipes. Après, tu as un championnat U16, un championnat 18. C'est bien organisé, quoi. U20. Ouais, c'est bien organisé. Après, donc c'est les clubs pro qui participent. Et après, tu as des championnats aussi de ce qu'ils appellent la deuxième division. Et après, le problème qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils recrutent juste pour le championnat. Donc, ils sont pas pour des périodes, que pour la période de championnat. Ouais, c'est ça. Voilà, par exemple, là, nous, on a fini le championnat le 17 mars. Et donc, je leur ai fait un plan pour continuer les entraînements jusqu'à mi-juin. Et en fait, ils me disent que c'est la première fois qu'il y a un entraîneur de l'étranger ou autre, et qui continue les entraînements. Ah ouais, sinon il part en vacances, là. Ouais, j'étais étonné. L'année dernière, en fait, quand je récupère les gosses, ça faisait 4 mois qu'ils étaient en vacances. Ah ouais, ok, ça peut pas marcher, ça. Ouais, je leur ai dit, comment vous pouvez accepter ça? À cet âge-là, il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils s'entraînent. Et en plus, ils adorent le foot, les gamins, ici. Là, comme c'est le ramadan, je leur donne le week-end, vendredi, samedi. Je sais quand ils reviennent, ils ont joué pendant tous les soirs. Ils ont joué dans la rue, ça, c'est sûr. Ouais. C'est bien, d'ailleurs. Ouais. Et là, mais toi, t'es sous forme d'académie. Les gamins, ils dorment là-bas, là où t'es? Non. Ici, il n'y a pas ce. Il n'y a pas ce concept. Il n'y a pas ce concept. Pour l'instant, il n'y a pas ce concept. Après, s'ils veulent franchir un palier, à un moment donné, il va falloir qu'ils internent à partir de certaines catégories. Mais pour l'instant, il n'y a pas ce concept. Après, tellement, moi, je vois, nous, à Riyad, Riyad est une grande ville. Et nous, on a pratiquement que des gosses du sud de Riyad. C'est là où il y a les quartiers les plus populaires. Et c'est là qu'il y a les meilleurs joueurs. Et rien que dans ces quartiers-là, franchement, on a vraiment de la qualité. Tu vois. Ouais. Donc, tu ne vas pas chercher des joueurs d'autres villes ou d'autres quartiers de Riyad? Non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et franchement, au départ, ça m'a un peu étonné. Mais quand je vois la qualité que j'ai, moi, sur mes années d'âge que j'avais, là, les 2009-2010, franchement, après, je pense que s'ils étaient un peu malins, pour moi, ils devraient ouvrir une ou deux académies dans les coins retirés. Tu vois, tu as la ville de Jizan, à la frontière du Yémen, où moi je suis déjà allé. Tu as du foot de rue partout, tu as des joueurs exceptionnels. Et là-bas, il n'y a pas d'équipe pro. Des académies. Non, il n'y a pas d'équipe pro, il n'y a rien, il n'y a pas de moyens. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs en Arabie Saoudite qui viennent de cette région-là. Je pense qu'ils gagneraient à mettre au moins une académie en place là-bas. Mais après, c'est que mon avis. Ouais, parce que justement, c'est assez intéressant, parce que nous, encore une fois, on ne sait pas trop ce qui se passe dans ces pays-là. C'est intéressant de dire que les joueurs d'Arabie Saoudite viennent de quartiers populaires et c'est eux après qui arrivent aussi et qui jouent en équipe nationale, comme dans tous les autres pays du monde en fait, ce qui se passe là-bas. Les gens confondent le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite. On est encore un peu dans. Bon, il y a encore des gens en France qui me disent tu veux partir en Arabie Saoudite, tu es à Dubaï. Non, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, on mélange tout.
Et en fait, le football à Dubaï et le football en Arabie Saoudite, c'est totalement différent. Ici, tu as un vrai football. Là, pendant le Ramadan, tous les soirs, là, il y a des tournois organisés de partout. Ça joue dans tous les quartiers, ça joue au football de partout. Donc non, on n'est pas à Dubaï ou au Qatar. Les gens ne sont pas tous riches. Et donc, il y a du foot. Et il y a des coins retirés en Arabie Saoudite où il y a beaucoup de football sur des terrains en sable, des terrains en terre, où tu vois des vrais joueurs de foot. Après, tu sais aussi, ils ont ouvert. Tu as beaucoup d'enfants issus de l'immigration ici, style Yémen, Soudan, Palestine. Donc, avant, les enfants qui étaient nés ici n'avaient pas le droit de jouer. Tu avais que le droit qu'aux Saoudiens. Et là, ils ont ouvert. Tu as le droit à 2 joueurs par équipe. Donc déjà, encore, tu vois surtout des enfants nés de l'immigration du Yémen. Et tu vois des super joueurs. Moi, j'en ai 2 dans ma catégorie. Top joueurs, de joueurs vraiment top joueurs. Et t'en as plein dans la rue, des gamins comme ça issus de l'immigration. Avant, ils n'avaient pas le droit de jouer, maintenant, ils ont le droit de jouer. Par contre, ils n'ont pas la nationalité, ils ne vont pas jouer en sélection après. Si, ils pourront jouer en sélection après, okay. Ça, c'est sûr. Si c'est par exemple les 2 que j'ai, s'ils continuent leur progression, ils arrivent à un certain âge, avec les mêmes qualités. S'ils ont le talent pour un joueur intégrer la sélection, ils leur donneront la nationalité. Ils sont beaucoup plus ouverts. Le pays c'est ouvert à tous les niveaux. Peut-être je vais mettre les pieds dans le plat, mais est-ce qu'il y a du foot féminin? Là, ils ont commencé le foot féminin. Donc, les gros clubs ont leur équipe de foot féminin. Alors, ils essayent de faire pas mal de choses sur le foot féminin parce qu'ils aimeraient récupérer. Tu sais, l'Arabie Saoudite, ils sont à un moment où ils veulent tout récupérer. Je pense que comme ils ont vu que le Qatar organisait des choses, ils veulent ils vont organiser la Coupe d'Asie, ils veulent organiser la Coupe du Monde et ils veulent organiser, je pense, la prochaine ou la Coupe d'Asie d'après du foot féminin. Bon, après, ils partent de loin parce que il y avait pas de foot féminin avant, donc le niveau et puis bon, les filles à l'époque, il y a encore quelques temps, n'allaient pas jouer au foot dans la rue. Tu vois. Et ça, t'as vu une évolution en 10 ans? Tu vois un peu plus, ouais. Au niveau de la vie en général, ouais. C'est énorme. En fait, ça n'a plus rien à voir. Avant, tu sais, moi, je me suis fait la réflexion lors de mon premier passage. Je côtoyais que les Saoudiens qui étaient les dirigeants de clubs. Donc, les gens d'un certain niveau social. En fait, tu côtoyais pas le vrai, à part moi, les joueurs, on côtoyait pas le vrai peuple saoudien. Maintenant, tous les Saoudiens travaillent, que ce soit les femmes, les hommes. Donc, tu rencontres les chauffeurs de taxi, c'est des Saoudiens. Pas tous, bien sûr, mais en partie. Tu rencontres des gens dans les magasins qui sont saoudiens. Et les gens, ils sont super ouverts et super sympas, en fait. Et donc, ouais, c'est une vraie évolution, en fait. En fait, on découvre vraiment l'Arabie Saoudite et les Saoudiens. Tu vois, je trouvais que c'était un peuple assez fermé il y a un peu plus de 10 ans. Mais en fait, je trouve que c'est un peuple hyper ouvert maintenant. Ah ouais, et en fait, tu as une vie plus normale. Voilà, c'est peut-être pour ça que je suis revenu, pour avoir un vrai jugement sur les Saoudiens. C'est marrant, mais c'est comme ça. Et l'effet Ronaldo, il y a un effet Ronaldo dans le ouais, alors moi je suis dans le club rival, tu vois. Ouais. Mais ouais, il y a un effet Ronaldo. Toi, tu es dans le futur club de Messi. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ils annoncent Messi et Ramos. Donc, ouais, rien que ça. Ouais, donc là, tu es dans le club rival de Ronaldo. Ouais, c'est vraiment le derby, tu vois, dans toutes les catégories, c'est toujours un peu chaud. Donc, même moi, au club, ils ont accueilli ça. Ils étaient contents que Ronaldo arrive, même si c'était dans le club rival, parce que c'est bien pour le foot saoudien, ils sont dans cet esprit-là. Et ouais, il y a un vrai engouement autour de Ronaldo, mais ils attendent d'autres joueurs maintenant, tu sais, tout le monde est gourmand. T'as Ronaldo, mais maintenant on parle de Messi, on parle c'est ça, toujours plus. Toujours plus. Mais c'est vrai que, du point de vue étranger, européen, le problème, c'est que bien sûr, on parle un peu plus du championnat saoudien, donc ça, c'est positif, mais on va encore plus le mettre on va encore plus créer des clichés, quoi. Sur ça, parce que pour nous c'est Ronaldo, c'est les dollars, le pétrodollar, c'est ça, et on va encore moins parler de formation finalement quand on pense à l'Arabie Saoudite. Alors que tu as des très bons joueurs locaux. Ouais. On l'a vu en Coupe du Monde. Et tu as des très bons joueurs ici. Et même je pense que Ronaldo, il est un peu surpris parce que même s'il marque des buts, il a marqué quand même des buts. Il a marqué, je crois, une fois 4 ou 5 buts contre une équipe du bas de tableau. Et il se rend compte que les matchs ne sont pas faciles. Et il y a de la qualité. Après, le joueur saoudien, il reste. Tu sais, moi, on m'a dit, les échos que j'ai un peu, on m'a dit Ronaldo, il est arrivé, il a voulu changer tout le monde sur la nutrition, sur l'entraînement.
les joueurs saoudiens au départ, ils sont contents, tu vois, ils sont avec Cristiano, mais réellement, en fait, le gars, le joueur saoudien, il se couche à 3 heures du matin. Tu peux pas, ils ont une certaine façon de vivre qui est difficile à changer. Et ici, ils sont dans leur petit confort. Moi, je vois, nous à Al Hilal, ils sont régulièrement champions. Ils sont encore en finale de la Ligue des Champions. Ils l'ont gagné l'année dernière. C'est l'équipe qui a joué contre le Real Madrid en finale de championnat du monde des clubs. Et moi, je vois, il y a des super joueurs saoudiens à l'entraînement que je connaissais déjà, tu vois. Mais donc, ils sont là, les gars. Mais il faudrait qu'ils sortent pour aller plus loin, tu vois. Mais est-ce qu'ils ont envie de sortir? Je suis pas C'est sûr. ça, c'est ça. Et Pas c'est un sûr. peu des stars là-bas, oui. Ouais, c'est des stars, c'est des vrais stars. T'as des vrais fans partout dans le pays. Tu vois, c'est des vrais grands clubs. Hein, t'as les deux clubs de Jeddah aussi. T'as des vrais grands clubs et des clubs très populaires ici. T'as Al Ittihad qui tourne bien à Jeddah cette année. Ils ont une belle équipe d'ailleurs. Et ils jouent régulièrement 50 000, 60 000 spectateurs. Il y a un vrai engouement autour du football. C'est pas les stades de Dubaï ou du Qatar où ils payent les gens pour les mettre Ah dans ouais, le stade. qu'ils n'aiment pas le foot, bien sûr. Euh, euh, Ouais, bah, de toute façon, moi, tu vois, moi, je suis d'origine argentine, donc quand je voyais, avant cette Argentine, Arabie Saoudite, c'est pas du tout que j'avais prévu ça, au contraire, même, je pensais. Mais ouais. c'est vrai que si tu savais un peu que c'était un pays de foot, qui joue au foot depuis toujours, et qu'ils avaient Hervé Renard à la tête, tu disais, attention, faut pas les prendre de haut, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ouais, donc là, ouais. Et toi, t'as connu Hervé Renard là-bas? Parce que Non, je l'ai pas côtoyé. vous êtes beaucoup d'entraîneurs français? Non, non, il y a quand même moins. Chez les jeunes, il y a moins d'entraîneurs étrangers. Après, à la fédération, tu sais, la fédération, c'est Nasser Larguette qui a, Ah bah qui oui, a c'est vrai. repris la Mm. DTN. Qui était Et il est aussi venu au avec un. Maroc. Mm. C'est ça. Et il est venu avec un staff français. Je pense que cette année, il y a beaucoup d'Anglais du fait qu'il y ait beaucoup de gens à la fédération. Après, dans les autres équipes, j'ai pas croisé d'autres Français. Bon, et la suite de tout ça? La suite, Qui c'est? on est là. Bon, normalement, on devrait être là encore l'année prochaine, avec la responsabilité des U12, U13, U14. Là, on a commencé à travailler. Et puis voilà, moi, si au niveau familial, si tout se passe comme prévu, normalement, je devrais re-signer un contrat. Après, j'ai eu des propositions pour aller ailleurs. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait un projet sur la durée, comme je te disais, un projet d'académie, que ce soit en Afrique ou en Asie ou ailleurs, où on me propose de prendre des enfants à 12-13 ans pour les accompagner jusqu'à 18, un vrai projet comme ça pour me faire sortir de là. Tu vois. Donc voilà, je suis content, franchement, je suis content. Tout se passe bien, ils tiennent leurs engagements. Je ne parle pas financier parce que c'est financier, bien sûr qu'il faut qu'ils tiennent leurs engagements, c'est notre métier. Mais surtout au niveau football, tu vois, on a perdu 2 derbys de suite. Tu vois, cette année, nous, avec les U14, on termine 6e sur 10, ce qui est impensable ici à Al Hilal de terminer 6e sur 10, un club comme Al Hilal. Mais ils ont le sentiment que les enfants ont progressé et que sur la deuxième partie, c'est vrai qu'on jouait bien, on jouait très bien. Ben, ils sont contents, tu vois. Il y a un dirigeant qui m'a dit, coach, comme on voit jouer les enfants, là, il est venu sur le dernier match à domicile. Il me dit, c'est mieux qu'un trophée. Putain, j'étais content, mais j'étais même surpris, tu vois. Putain, merde. Et les staffs précédents, ils terminent deuxième à un point du premier, mais ça joue pas très bien, ils les virent. Ouais. Et nous, on termine 6e. Et ça, c'est juste parce qu'ils les ont vus jouer ou aussi tu as dû beaucoup expliquer ce que toi tu voulais, même au quotidien, tu es là pour leur dire non, Ouais. mais ça, c'est moi, c'est dans mon projet, c'est comme ça. Tu dois beaucoup leur parler. Ouais, moi, honnêtement, j'ai mes idées. Bien sûr, je m'adapte au contexte, mais là-dessus, je lâche rien. Donc, on a commencé. Pour moi, il y a 4-5 talents qui sont vraiment des joueurs talentueux, mais en retard physiquement. Et bah, c'est eux qui ont joué dès le début, tu vois. Donc, au début, bah, on perdait beaucoup de matchs. Et à partir de janvier, ils ont commencé à bien s'exprimer. Donc, sur les 3 derniers mois, on a vraiment été bons. Mais c'est des gosses qui n'auraient jamais joué. Et au départ, on perdait avec eux, mais il n'y a personne qui me disait rien. Moi, je sais qu'ils n'en pensaient pas moins, quand même, je pense. Mais et sur la méthode de travail, pareil, basé sur la technique, les jeux réduits, même si le week-end on jouait sur du foot à 11, donc après bien sûr tu prépares ton équipe, mais on passait beaucoup plus de temps à bosser les bases et les jeux réduits que à faire du foot à 11. Mais ils m'ont laissé et sur la deuxième partie ils ont vu les résultats et bah, ils sont contents, bah, tant mieux. Mais après je comprends, tu sais, les autres coachs aussi, ils viennent et puis ils ont leur discours de formateur et puis
tu sais, nous, on a perdu les 2 premiers matchs. Et puis, tu croises des mecs à la fin du match. Il y en a qui te regardent un peu de travers, ils sont pas contents. Tu es à Lille et tu perds contre une équipe de seconde zone. Ouais, ouais. Mais moi, je sais où je vais. Si tu me laisses travailler, je sais où je vais en toute modestie. T'es sûr de toi. Donc, bon, j'ai rien lâché. Et puis, voilà, après, on a eu les résultats, pas forcément comptables, mais sur les gosses qui s'éclatent, ils ont toujours le sourire. Le staff est content, en fait. Le plus dur, c'est de convaincre le staff. Et le staff, ils ont vu la progression des joueurs et ils sont là-dedans, tu vois. Donc maintenant, ça y est, c'est parti, c'était le plus dur. Donc on est là. Et là juste pour enlever, on a parlé un peu de clichés. Mais est-ce que, oui, les salaires en Arabie Saoudite, c'est des choses que tu vois pas dans d'autres pays ou non, on est dans des choses normales? Non, sur les équipes premières, ouais, moi je vois là, ils sont allés ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions, le final de la Ligue des Champions encore, ils vont jouer un club japonais. Au championnat du monde des clubs, j'ai entendu des primes, incroyable. Et sur les équipes premières, je pense que tu as des salaires qui sont vraiment élevés sur les étrangers. Après, à la formation, il y a moins d'argent, beaucoup moins d'argent qu'avant. Tu vois. Je trouvais qu'il y avait plus d'argent et beaucoup plus d'entraîneurs étrangers. Les clubs investissaient plus à l'époque. Après, au niveau du salaire, non, si on est là, c'est qu'on est bien aussi. Mais on n'est pas non plus. Faut pas croire. Tu travailles, quoi qu'il arrive partout dans le monde, tu travailles à la formation. Tu ne seras jamais des salaires mirobolants. Mais on est bien. On n'a pas à se plaindre, mais on n'est pas non plus dans des salaires de fou, quoi. Tu vois. On roule pas en Mercedes. Tu vois, les staffs d'équipe première, ils ont des belles voitures ils ont des voitures plus belles que la mienne, tu vois. Bon, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais il y a une grande différence quand même. Il y a une grande différence. Même si on m'explique que le poste de la préfo, c'est le poste le plus important. Mais ça, c'est partout dans le monde. Ouais, mais à la préfo, on aimerait avoir le salaire du coach d'équipe première, parce qu'on a le rôle le plus important. mais c'est pas le cas. Mais de toute façon, vous êtes une race un peu particulière, où de toute façon, vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est être sur le terrain de 8h du matin jusqu'à 18h, et c'est tout. Vous n'avez pas le temps pour la dépenser, de toute façon. C'est la passion du foot et de transmettre, mais c'est vrai que c'est vrai. Et ouais, et non, juste je vais finir parce que c'est vrai que la personne qui nous a mis en contact, on a un ami en commun, c'est Yohan Kurbilier, qui a travaillé beaucoup en RDC et au Congo. Et ouais, il m'a dit que toi, ouais. Et toi, il t'a connu au Congo Brazzaville, si je dis pas de bêtises. Ouais, en fait, on a un ami en commun qui est Alain Oubléon, la personne qui m'a ramené en Arabie Saoudite. Et en fait, Yohan, la première fois que je le vois, en fait, Alain me contacte pour me dire que Yohan veut venir en Algérie pour voir un peu comment on travaille à l'Académie du Pharaon. Il a fait la même chose que toi. Voilà, il vient passer une semaine. On a passé une semaine ou 2 semaines ensemble. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus avec Yohan. Ah ouais. Ok. Ouais, c'est aussi un très bon gars pour parler de formation, de football et tout. Ouais, super ouvert, très intelligent. Ouais. Top. Bon, génial. Tu dirais quoi à un entraîneur qui hésite avant de partir? Non, sur le fait d'hésiter ou pas. Alors c'est vrai que tu pars dans l'inconnu, c'est pas facile de partir la première fois. Mais pour moi, le conseil que je donnerais maintenant avec le recul, le coach qui a une opportunité de partir à l'étranger, si toutes les conditions sont réunies, surtout si au niveau du travail, la proposition est bonne, il faut partir parce que c'est des expériences extraordinaires pour toi en tant que coach, en tant qu'homme. Ça te fait progresser dans ta capacité d'adaptation, dans ta capacité aussi il faut te remettre en question aussi dans ton travail. Le fait d'arriver en étant étranger et de venir sur des nouveaux projets comme ça, c'est une expérience humaine extraordinaire. Après, il faut que toute la famille soit connectée là-dessus. Donc, il faut qu'à un moment donné, si tu es marié avec des enfants, il faut qu'à terme, que ta femme et tes enfants puissent te rejoindre. Il y a beaucoup de coachs qui viennent à l'étranger et qui sont célibataires ou qui le deviennent parce que la situation familiale se complique, parce qu'à un moment donné, tu es concentré que sur le foot et puis tu négliges un petit peu ta famille. Donc, c'est un peu le célibataire, il peut foncer les yeux fermés, et l'homme marié avec des enfants,
Si sa femme est sur la même longueur d'onde, il faut essayer. Il faut au moins essayer. Et je le vois, moi, humainement, que ce soit moi ou ma famille, ma femme, mes enfants, ils ont une ouverture d'esprit qui est quand même différente des gens qui n'ont jamais bougé. Bon, nous, on a eu la chance aussi de faire vraiment tous les continents. C'est pas tous les continents, mais d'aller en Asie, l'Arabie Saoudite, l'Afrique. Donc, c'est vraiment une expérience qui se remplace pas, quoi. Non, pour moi, si au niveau familial, ça le fait, tu dois pas refuser ces opportunités-là. C'est clair. Merci beaucoup, Olivier, pour ton temps, pour ces mots. Toi. On a appris plein de choses. Et rien, bonne continuation. On va te suivre. Ouais. On va suivre ce que tu fais. Et on va suivre le foot d'Arabie Saoudite et après du Vietnam aussi. Et on va voir tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis pour avoir pensé à moi, c'était vraiment sympa. Avec grand plaisir. Ok, allez, à bientôt. Encore un épisode riche en enseignements, avec un grand formateur français, à la fois discret et passionné, reconnu dans de nombreux pays, mais dont on ne parle pas assez en France. Voilà, vous venez d'écouter le 52e épisode de En dehors de ma surface. Hâte de vous faire découvrir le prochain épisode qui nous fera encore voyager. J'en profite pour remercier Podio qui m'accompagne dans la production de ce podcast. À bientôt!